Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission qui est en fait le début d'une série d'émissions qui sera consacrée à l'entrepôt connecté. Ce matin, nous allons plus précisément parler du quai connecté avec deux invités. Tout d'abord, Benoît Baron, qui est le responsable innovation de la société ID Logistics. Bonjour. Bonjour Benoît, et Gilles Tassery, qui est le président fondateur de la société Identique. Donc on retrouvera à chaque émission sur cette thématique. Pour commencer, Benoît, je vais vous demander de présenter peut-être très succinctement ID Logistics, qui est un prestataire logistique que beaucoup de gens connaissent, mais peut-être est-il utile de rappeler quelques chiffres. Voilà, donc ID Logistics, c'est une entreprise aujourd'hui de 21 000 salariés qui compte 320 sites sur 18 pays. 1,5 milliard de chiffre d'affaires déjà, pour une entreprise qui a été créée en 2001. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, on va devoir fêter ça. 6 millions de mètres carrés. On est présent massivement en Europe, c'est à peu près 80% de notre chiffre d'affaires. Une filiale aux États-Unis qui a été ouverte dernièrement, il y a bientôt une année. Et un portefeuille équilibré au niveau de nos clients entre retail, industrie, e-commerce, fragrances et cosmétiques. Donc une société dynamique avec un fort développement et donc un volet innovation aussi très fort. C'est une société qui a beaucoup innové, donc qui a créé son département innovation dont vous êtes le responsable. Quel est votre rôle justement à l'intérieur de ce pôle innovation? Alors moi j'ai en charge de manager le programme innovation d'ID Logistics, qui est un programme qui a été créé finalement il y a déjà pas mal d'années, je crois que c'était à peu près en 2005. Mon rôle, c'est de coordonner les différents projets d'innovation en France, à l'international, et toutes les équipes qui vont graviter autour de ces projets. Donc, il n'y a pas que les ingénieurs innovation, mais aussi les ingénieurs IT, les spécialistes projets, opérationnels, etc. Alors, comment est structuré ce pôle innovation? Qu'est-ce que ça représente au sein de l'entreprise? Alors, ça représente à peu près 20 ingénieurs dans les différents pays qui vont coordonner les différents projets. Donc, depuis la phase d'analyse des idées qu'on va recevoir, les tests en laboratoire, les tests opérationnels, et jusqu'à la phase de duplication des projets, qui est le réel objectif finalement du pôle innovation. Donc, vous faites des POC, par exemple, et puis vous les déployer ensuite une fois que ça marche? Exactement, c'est vraiment ça l'idée. L'innovation, c'est aussi de gérer finalement un portefeuille risque. Vous avez des projets qui sont risqués, qui sont très innovants, qui nécessitent pas mal d'investissements. Donc ça, c'est plutôt une démarche top-down avec des projets portés par l'entreprise et pas mal de ressources qui vont graviter autour. Et on a aussi un autre mode à l'innovation qui est plutôt bottom-up, avec des challenges qui sont lancés en interne, des concours innovation qui nous permettent de faire émerger des idées plus pragmatiques et aussi de faire collaborer l'ensemble finalement des collaborateurs d'ID Logistics. Donc on essaye vraiment de faire participer un maximum de personnes au sein de notre entreprise pour que l'innovation soit ancrée dans l'ADN. Quelle sorte d'innovation? C'est toujours de la techno ou ça peut être autre chose? Alors non, c'est pas toujours de la techno. Alors ça fait partie d'un pôle du service innovation, mais il y a aussi des innovations de service sur lesquelles on travaille, des innovations produits, des innovations IT. Donc on va aller de la VR à la robotique, en passant par la mécanisation. Pas mal de thématiques intéressantes. D'accord. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est le quai connecté. Donc c'est quelque chose que vous avez découvert récemment. Qu'est-ce que c'est que le quai connecté finalement? Alors, le quai connecté, finalement, c'est une amélioration du processus d'expédition. On a travaillé à optimiser ce processus, qui n'a pas été finalement retravaillé depuis des années. Au centre du quai connecté, on a une technologie particulière qui s'appelle le beacon. Donc, le beacon, c'est une borne Bluetooth que l'on va positionner de chaque côté des quais. Et cette borne va émettre un signal identitaire. Elle va donner finalement le numéro de quai. Et naturellement, quand le chargeur va se positionner proche du quai, le beacon va communiquer avec le terminal du chargeur et ça va valider finalement la dépose de la palette, de la bonne palette dans le bon camion. Voilà. D'accord. Donc ça sert à quoi exactement? Ça permet de gagner du temps, ça fiabilise les... Et oui, c'est ça, exactement. Le premier rôle du beacon, c'est de fiabiliser finalement le processus d'expédition. On déploie du beacon pour sécuriser à 100% le processus. Ça permet de gagner un peu de temps et on gagne aussi en ergonomie au niveau de nos chargeurs. Donc c'est plutôt plébiscité, on a plutôt un bon retour aujourd'hui.
Donc vous avez, comme on le disait tout à l'heure, peut-être fait une première application sur un entrepôt pour voir comment ça fonctionnait, s'il n'y avait pas de soucis, et puis quel gain vous pouviez en retirer? Oui, alors c'est un projet qu'on a travaillé très en amont. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille avec les équipes identiques sur ce projet. Au début, le beacon, on a essayé de trouver les applications qui nous paraissaient intéressantes sur la partie entreposage, parce qu'il n'y avait pas de domaine, il n'y avait pas d'application au domaine de la logistique à cette époque. Et on a commencé à faire des tests, surtout au niveau du quai, d'abord en laboratoire, puis sur certains sites. Et il y a maintenant une année, on a repris un site dans le nord de la France, un site qui fait 90 000 m². On a à peu près une centaine de personnes qui traitent 580 000 palettes par an. Et donc on a équipé les 100 quais de cet entrepôt de technologie beacon. Ah oui, 100 quais. Exactement. Ouais. Donc là, c'est un client qui vous aviez une problématique, le client vous a explosé, enfin ce client industriel vous a posé une problématique que vous avez résolue en apportant cette technologie. Comment ça s'est passé avec ce client? Alors, c'est un fournisseur de l'industrie pharmaceutique, donc avec une contrainte très forte au niveau de la qualité. Donc, l'objectif client, c'était d'approcher les 100% au niveau de la qualité d'expédition. Donc, avec des moyens traditionnels, c'est compliqué d'atteindre cette performance, donc il a fallu innover. Donc, on avait dans nos tiroirs cette technologie beacon qui était prête à déployer, donc on a choisi de la déployer sur le site pour pouvoir fiabiliser les expéditions avec des bons résultats aujourd'hui. D'accord, donc c'est vraiment à l'occasion d'une demande spécifique que vous vous êtes dit, tiens, finalement, cette technologie pourrait très bien s'appliquer à ça. Exactement, il y avait une adéquation entre la valeur ajoutée de cette technologie et le besoin du client, ce qui nous permettait d'avoir une réussite opérationnelle et un client satisfait. Voilà. Donc vous l'avez déployé, j'imagine, avec l'accord de votre client. C'est une co-construction que vous avez faite avec lui? Alors, comment ça s'est passé? Ça faisait partie intégrante de l'offre idée logistique quand on a repris le dossier. Donc au niveau de l'implémentation, ça s'est fait dès le démarrage. C'est plutôt, c'est relativement simple d'installer du beacon. Vous n'avez pas de modification lourde de l'infrastructure du bâtiment. Vous n'avez pas de modification lourde du système d'information. Il vous suffit de coller les beacons de chaque côté du quai. D'avoir des terminaux qui soient réceptifs au Bluetooth et compatibles au Bluetooth. Et ensuite, au niveau du WMS, c'est juste des descentes et des remontées de fichiers relativement simples. Alors, c'est relativement simple une fois qu'on a paramétré le système, qu'on l'a testé, qu'on a passé du temps en laboratoire. Mais aujourd'hui, le système a été pensé pour que la duplication se fasse simplement. Et justement, ces remontées d'informations, ces descentes d'informations se font avec tous les WMS du marché, ou alors il faut... Alors, le premier modèle que l'on a travaillé, on a travaillé conjointement avec les équipes Ardis, Reflex. Donc, ça nous a permis de monter une solution avec eux. Néanmoins, la solution devrait être agnostique. C'est en tout cas l'objectif qu'on se donne. D'accord. Concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire, donc, on a bien compris que les beacons étaient donc installés autour du quai de chargement. Comment ils détectent les palettes qui arrivent qui sont sur le point d'être chargées? Alors, le beacon émet un signal Bluetooth avec l'identité du quai, et va le répéter à une fréquence très élevée. D'accord. Quand le chargeur va passer la porte de quai, finalement, il a donc flashé sa palette en amont, et quand il va passer la porte de quai, ça va valider automatiquement le passage de cette... C'est le passage qui fait que Exactement. Il n'y a rien de particulier sur la palette, c'est juste le fait, c'est le mouvement qui est détecté, c'est ça? Exactement, c'est le terminal qui va capter les bornes qui sont situées à proximité. Et donc ça, finalement, c'est quelque chose qui fait gagner en ergonomie le chargeur, parce que il a pu à flasher l'étiquette de quai. Ça, c'est le processus traditionnel. Vous flashez la palette, vous flashez la porte de quai, et ensuite vous chargez votre véhicule. Là, vous avez un mouvement qui est beaucoup plus fluide, et vous évitez un flashage d'étiquette qui est celui de la porte de quai. D'accord. Donc, gain d'économie pour l'opérateur. Exactement. Enfin, d'ergonomie plutôt pour le économie peut-être aussi pour
pour l'utilisateur, parce que ça permet peut-être de gagner du temps, de la productivité? Vous avez compris, oui, on gagne un petit peu en productivité, puisque finalement vous gagnez un flashage des tickets, donc vous gagnez quelques secondes à chaque chargement de palette, donc ça c'est un gain de productivité pour le chargeur. Vous avez également une baisse du taux de litige, donc vous allez gagner sur le processus de traitement des litiges un petit peu de temps, et puis aussi un petit peu moins de temps, parce que chaque litige coûte de l'argent également, hein. Si vous avez des dévoyés, il faut relocaliser les palettes, etc. Donc toute cette partie-là est source d'économie. Voilà. D'accord. Donc vous parliez de cette première expérience donc sur cet entrepôt de 100 000 m² avec cet industriel de la pharmacie. Quel premier bilan vous en avez tiré? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près une année de recul sur cette activité. Donc, ça nous a permis de faire pas mal d'analyses sur le dossier. La première chose, c'est qu'on a un feedback des opérateurs qui est très très bon, très positif. Je pense que ça serait compliqué de les faire revenir au processus traditionnel. Ils peuvent se concentrer sur la conduite de leur engin. Ils n'ont plus à flasher cette porte de quai, donc ils plébiscitent plutôt le système, et donc ça c'est très positif pour nous. Et aujourd'hui, en termes de qualité, on est plutôt à un niveau plus élevé que ce qu'on a l'habitude de vivre sur un autre entrepôt. Donc le bilan est plutôt positif. Et alors du coup, c'est un système que vous pouvez dupliquer sur d'autres sites indifféremment, ou ça dépend de l'activité du client? Comment... Alors, on ne fait pas de duplication massive. L'idée, c'est réellement d'analyser le besoin de chaque client et de regarder si la technologie beacon fait un sens. Donc, l'ambition pour ID Logistique, c'est de dupliquer le beacon partout où ça fait un sens opérationnel. Donc, on travaille à ça avec les équipes identiques, regarder partout où ça fait un sens économique, un sens opérationnel, et pour pouvoir organiser les mises en place dans les années qui viennent. Alors, c'est peut-être une question qu'on vous posera tout à l'heure, mais est-ce que c'est un investissement lourd? Est-ce que ça coûte cher de mettre en place le beacon? Alors, trop cher, c'est sûr. Gilles nous dira que non, mais bon. Alors, oui, c'est un investissement qui peut être justifié s'il permet de faire gagner en qualité. Donc ça, c'est une équation économique qu'il faut calculer à chaque mise en place. C'est pour ça qu'on ne fait pas de duplication massive ou qu'on ne standardise pas le beacon dans tous nos entrepôts, même s'il y a un avenir et qu'il y aura des duplications. Et il faut savoir aussi que c'est une technologie qui est naissante. Donc comme toutes les technologies qui sont naissantes, vous avez un coût de la technologie qui devient de plus en plus accessible. Donc année après année, on peut penser que le beacon devienne de plus en plus standard. D'accord. Est-ce que la mise en place du beacon et du quai connecté, c'est une première étape finalement vers d'autres applications au sein de l'entrepôt? Oui, ça ouvre pas mal de portes. Pour l'instant, on a parlé du quai. On peut lier à cette technologie beacon d'autres technologies. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de la prise de photos, ça peut être du management en temps réel des activités de quai. Donc il y a pas mal de choses qui sont en ce moment en réflexion, sur lesquelles on réfléchit avec les équipes identiques. Et puis il y a peut-être aussi d'autres champs d'application à l'intérieur de l'entrepôt. On a parlé de l'expédition, mais c'est pas le seul point. On pourrait imaginer travailler sur des processus de picking ou autres. Voilà, donc tout ça est encore dans les cartons chez ID Logistique. Très bien. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions par le chat, si vous souhaitez poser des questions à Benoît ou à Gilles. Maintenant, je vais me tourner vers Gilles qui va peut-être nous dire deux mots sur Identique, que tout le monde ne connaît pas. Oui, rapidement, c'est une société que j'ai créée il y a 17 ans, qui travaille dans le domaine du Wi-Fi et des terminaux code à barre. Et vraiment, notre essence de déploiement, c'est le transport et la logistique. Voilà, on a cet ADN-là depuis des années, avec un côté très, très opérationnel. Et puis on a rajouté, donc pour ceux qui me connaissent, je répète un peu le même langage, mais il y a 10 ans, on a rajouté l'image sur les flux pour essayer de commencer à travailler sur l'apport de l'image dans les litiges, a posteriori. Et puis il y a 5-6 ans, on s'est positionné sur comment localiser une action sous une caméra de façon simple. Et c'est là que j'ai découvert à New York la technologie Beacon, qui est assez naissante, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce que vous venez de dire, pardon Benoît, c'est qu'elle a une dizaine d'années à peu près. Donc on sait qu'il faut une dizaine d'années pour qu'elle arrive à commencer à percer. Et on l'a tout de suite transposé dans la logistique. Et au travers de gens comme ID Logistique, on s'est rendu compte qu'on pouvait commencer à aller beaucoup plus loin, uniquement de dire je sais où est le préparateur et sous quelle caméra. Et c'est pour ça qu'on arrive à des solutions aussi fortes. Donc on n'a pas la croissance d'un ID et de la puissance d'un Eric à notre niveau. Mais en tant que PME, il y a 5 ans, on faisait 3,5 millions. L'année dernière, on était à 8,5 millions. Pour le moment, on est à 10% de croissance en plein Covid. Donc en tant que patron, je suis un homme heureux, prudent, mais heureux. Voilà. Donc on avance.
Alors justement, comment ça s'est, comment vous avez rencontré IDEE, comment vous êtes rencontrés sur ce projet? IDEE, c'est quand on a un esprit innovation, et je m'excuse pour toutes les autres structures, on va de façon naturelle vers des gens qui ont un esprit ouvert. Donc il y avait une personne à l'époque qui s'appelait Romain Della Monica. En effet, il y a une création de la partie IDEE sur l'innovation, et ce sont des gens, chez IDEE, ce sont des gens qui ont une ADN de rupture. Ce sont des gens qui prennent des risques, ce sont des gens qui le font, comme je dis à chaque fois, parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Voilà, il y a des équipes que j'aime, hein, c'est pas du marketing, il y a vraiment des gens que j'affectionne particulièrement, Benoît en fait partie chez IDEE, et on peut poser des idées autour de la table, c'est le cas de le dire, sans dualité. C'est-à-dire qu'on vous écoute, on observe, on fait un apport et on fait une construction. Et aujourd'hui, IDEE a été quand même la première société sur laquelle nous avons travaillé. À l'époque, je crois que c'était Marionneau, il y a 8 ans au moins, pour mettre du tracking vidéo. Mon premier site tracking vidéo était chez IDEE. Aujourd'hui, c'est devenu... le tracking est un standard. On pourra refaire une émission là-dessus un jour, mais je suis absolument fasciné par l'ampleur de la vidéo dans les flux. Il n'y a pas une journée où on n'a pas des demandes, quoi. Voilà. Ça vient d'IDEE. Le beacon, pareil, on s'est tourné vers IDEE en disant j'ai quelque chose en main, on se pose des questions. Et on a fait un test, je ne sais pas si on peut nommer le nom du client, donc on ne le fera pas. Voilà. On a fait un test ensemble, on a souffert, on s'est rééquilibré. Mais chez IDEE, la puissance, c'est de dire j'ai une problématique et aussitôt on vous met une équipe autour de la table. On prend la problématique, que ce soit de l'informatique, que ce soit de l'opérationnel, et on ajuste. Voilà. Après, c'est une société qui prend des risques supérieurs aux miens. Ils se permettent de mettre dans des appels d'offres des solutions qui sont aujourd'hui, comme le beacon, qui sont quand même très très précurseurs. Hein. Enfin, c'est quand même une nouvelle tentative. En disant, OK, nous on y croit et on avance. Et puis voilà, et puis nous entraîne avec eux dans le développement, dans le déploiement. Il y a une histoire vraiment de créativité, je dirais, entre IDEE et Identiq. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail technique avec vous, Gilles. Alors, un beacon, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, le beacon, initialement, c'est une création de Nokia. Et ça a été repris par Apple, si je ne dis pas de bêtises. Et comme je dis souvent, exploité de façon un peu illicite par Google. Android. Donc le beacon, c'est une balise Bluetooth, tout simplement, dans laquelle on va mettre des piles et qui va faire comme vous faites aujourd'hui avec vos enceintes ou vous allez faire dans votre voiture. C'est-à-dire que le beacon va envoyer un nom, le téléphone avec une application va écouter ce nom en Bluetooth et va capturer l'information. Et en fonction de son nom, on va savoir si c'est une enceinte, on va savoir si c'est votre voiture, on va savoir si c'est le collier de votre chien, voilà. Ouais. Et c'est une technologie ultra simple. Hein. Beacon, ça veut dire balise. Donc elle envoie son nom. Je peux faire que deux choses, c'est régler la puissance à laquelle elle va l'envoyer, pour savoir si je la capture, cette information, au contact ou à 200 mètres, parce qu'on peut aller très très loin sur la technologie beacon. Et la deuxième, c'est combien de fois elle va l'envoyer. Et ce qu'a fait Identiq, non, c'est plutôt Epio, hein, la filiale que l'on a créée il y a 5 ans avec Stéphane Jupin, c'est de développer un logiciel pendant 2 ans et demi qui nous permet de capturer les beacons très très vite. Et aujourd'hui, on écoute un beacon, on calcule sa distance en moins de 100 millisecondes. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites de cette information qui remonte? C'est simplement, c'est binaire, enfin, c'est juste pour dire, voilà, ma palette est passée, ou il y a d'autres informations qui remontent? Dans la famille du beacon, on a différents axes. Nous, on a pris le premier, c'est de faire une sorte de code à barre radio. J'ai fait un petit livre blanc rapide qui explique la différence pour moi entre le beacon et le RFID. Le RFID, on va identifier tous les produits. Le beacon, on va identifier des emplacements dans lesquels on a mis un produit. D'accord ? Ce qui veut dire que dans la technologie beacon, je positionne ma balise et je vais lui donner un nom d'emplacement. Ça, c'est l'orientation qu'a décidé de prendre Identiq. Le postulat, il est très simple. Au lieu d'identifier un produit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Manon, on va identifier le terminal. Le préparateur, il a toujours son device avec lui. Ce qui veut dire que j'ai une famille. Si mon préparateur a son device, lit un produit et part avec, toute la grappe préparateur-colis, elle est avec le device. Et mon application va écouter des beacons. Constamment en Bluetooth, on va écouter des beacons. Et suivant la balise que l'on récupère, on va pouvoir générer un script. Donc ça peut être un emplacement, mais un beacon peut être un chariot. Un beacon peut aussi envoyer une température. Et tout ça, on va capter, alors excusez-moi du terme, à l'insu, on va dire, du préparateur, mais ce n'est pas son métier de valider un emplacement. Et j'ai déjà expliqué que pour moi, les étapes de préparation étaient un frein,
puisqu'à chaque fois, un préparateur doit dire ce qu'il est en train de faire. On va juste écouter nos balises et en fonction de ça, on lui libère une action. Si tu es en train de prendre ce pack de bière au bon endroit, avec telle balise, si je l'entends et que tu as 50 cm de cette balise, ok, tu as fait ton geste, tu mets ta quantité et tu peux continuer à travailler. Alors, Benoît l'a dit tout à l'heure, c'est pas systématique, on ne met pas forcément du beacon... Mais ils ne le savent pas encore. Quels sont les prérequis? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'installer le beacon dans l'entrepôt? Alors, la bonne question, et Benoît l'a soulevé, c'est quelle est ma problématique? Moi, aujourd'hui, quand je présente à des clients, je fais un panel complet de la présentation technologique et on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez d'écoute. On est tellement enthousiaste par tout ce que l'on peut faire avec le beacon que dire à un moment sur ce dossier-là, dont vous venez de citer, on peut faire du picking, ce n'est pas le sujet. Le préparateur va avoir une problématique qui est de charger 500 000 palettes par an de façon la plus simple. Donc, le beacon peut avoir un sens. Je pense qu'il faut d'abord initialiser une vraie problématique sur laquelle on n'a pas de réponse. Et là, je reprends les mots d'Alexandre Berger, qui était à l'innovation chez Carrefour et qui est passé à La Poste. C'est-à-dire, la techno est une réponse à une problématique que l'on n'a jamais réussi à solutionner avant. On n'a jamais réussi à faire un passage à quai simple, pas cher, qui permette d'avoir une grande souplesse d'utilisation, parce que le quai ne rapporte rien. C'est une opération de chargement qui, financièrement, est très faible chez un logisticien. Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que une fois qu'on a mis l'installation, il y a des gens à former ou c'est... Alors, je ne sais pas si c'est cette caméra-là, mais si j'ai un conseil à faire, sur tout projet beacon, vous mettez les opérationnels dans la boucle. Voilà. Ça a été une des forces du projet qu'on a eu avec ID Logistique. C'est un moment de dire, on a besoin des opérationnels. On ne change pas le geste. Ce que vous expliquez, je prends mon terminal, je lis et je passe au niveau du quai. Mais on peut rentrer dans un camion à 8 km/h avec un beacon. Il faut penser en fait que chaque innovation est un changement. Donc il faut accompagner ce changement auprès des opérateurs, c'est important. Ouais. Donc le processus est légèrement modifié, donc il faut accompagner les opérateurs dans ce nouveau processus. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment important. Comment expliquer à un préparateur, je lis une palette, je lis un code à barre, et demain je lis une palette et je passe. Il ne sait pas, lui, comment va se dérouler l'action. On a travaillé beaucoup avec Ardis, encore une fois. Alors je ne vais pas mettre Reflex, Ardis en avant, mais on a encore une structure qui est très innovante. On s'est rendu compte rapidement qu'un beacon était capturé beaucoup plus rapidement que pouvait être traitée une information. Donc on a fait une construction tripartie pour dire comment on va pouvoir signaler au préparateur. Donc aujourd'hui sur le terminal, Epio signale au préparateur qu'il est en train de rentrer au bon quai, tellement on va vite dans la capture, et le WMS lui confirme, en effet, dans son mouvement de WMS, qu'il va avancer. Tout ça, ça se fait en une fraction de seconde. C'est une fraction de seconde. Ouais. Moi, je suis fan de ma solution, mais c'est très rapide. Il faut que le mouvement soit fluide, il ne faut pas contraindre le chargeur si vous voulez le faire adhérer à la solution. Donc, c'est le cas. Quelles sont les sociétés qui s'équipent aujourd'hui de ce genre de technologie? On fera une autre émission. Alors, c'est toujours délicat, mais on profite de ce que l'on a mis en place aujourd'hui avec ID. Il y a aussi une chose qui est très, très appréciable avec ID, c'est qu'ils ne se rendent jamais propriétaires de ce que vous avez créé avec eux. Ça, c'est une société qui est très, très généreuse dans ce domaine-là. Donc, je ne dis pas qu'on exploite ce qu'on en a fait, mais des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on prend un an et demi avec un partenaire et au moment où il veut déployer, on est aussi dans les autres trucs. Donc, je dirais actuellement, on est pratiquement chez tous les gros logisticiens, soit en déploiement, soit en projet, avec différents grades. On a un gros partenariat avec une société qui s'appelle DHL, pour ne pas la nommer, où on travaille beaucoup sur le picking et pas forcément sur les quais. Voilà, on a différentes informations. Voilà, mais tout à l'heure, Benoît faisait état d'une société, d'un client qui est dans la pharmacie avec des palettes qui valent sans doute très cher. Est-ce que le coût finalement de la palette, le prix de la palette est un élément déterminant? Non, ça n'a absolument aucune incidence. Aujourd'hui, on travaille sur des gens qui font des mouvements d'eau, de liquide. Je pense que c'est d'abord l'incidence entre le marketing, le litige et la complexité d'exploitation. Le quai, actuellement, est devenu parlant. Jusqu'à présent, dans la logistique, les WMS gèrent très bien les mouvements internes, le TMS, les mouvements externes, et au milieu, on a une barrière là, très, très complexe, qui est de la préparation, dépose à quai, chargement dans le camion, transfert de responsabilité,
qui est pris en charge par personne, réellement. Hein, c'est un transfert entre WMS, EDI, TMS. C'est l'interface logistique transport. Voilà, c'est l'interface logistique transport. Et nous, on est en train de lui donner une réalité. C'est-à-dire, si je travaille très bien dans mon entrepôt, pourquoi à un moment je peux avoir 30-45 minutes de retard de chargement? Donc, c'est ça surtout la question. L'autre sujet abordé, c'est un petit peu le trou noir. Là, c'est un vrai trou noir. Ouais. Benoît, vous avez commencé à présenter ce qu'on est en train de faire. On sort actuellement des dashboards temps réel. Notre but est de montrer ce qui va rester à quai, ce qui est dans les camions, quel est le cut-off qu'on peut avoir sur un chargement camion. Enfin, remonter une tour de contrôle opérationnelle parce que le quai n'existe pas. C'est Roger qui va voir Marcel, qui est en train de lui demander où il en est de son chargement. C'est encore très, très artisanal. Or, un retard de 30 minutes dans un flux logistique actuellement sur des quais, c'est plus acceptable. Et ce que disait Benoît, qui est intéressant, en effet, c'est le coût. Et on a la chance de faire de la construction. Hein. Nous, au début, on était partis sur des volumes financiers en disant voilà. Et ils nous ont tout de suite dit non. Moi, voilà, je peux mettre tant parce que là, j'ai un ROI, je gagne quelques secondes de chargement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une offre qui est assez équilibrée financièrement par rapport à un amortissement sur un entrepôt. Est-ce que c'est une première étape vers d'autres applications au sein de l'entrepôt? C'est une question que j'ai posée à Benoît, mais voilà, est-ce que le quai, finalement, préfigure d'autres applications qu'on peut faire à l'intérieur de l'entrepôt pour justement suivre les flux d'une façon plus... Vous êtes en train de nourrir ma mégalo, mais oui, c'est qu'une étape. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ce que l'on a fait au travers de cette techno, c'est qu'on a connecté un environnement, on a connecté un quai. Et ça veut dire qu'on peut connecter un emplacement. Aujourd'hui, et encore une fois, par rapport à certains partenaires, je m'en excuse, mais on est en train de travailler sur le remplacement des solutions vocales. Parce qu'à partir du moment où j'ai des beacons sur un emplacement, il me suffit d'avoir un terminal sur le bras, de prendre un produit. Le beacon n'est qu'une étape. Et la puissance du beacon en même temps, que ne voient pas forcément les gens initialement, c'est cette génération de data temps réel. Et ça, c'est aujourd'hui très très fort. C'est-à-dire que je peux savoir quels sont mes gains de productivité, quelles sont mes tournées, combien j'ai de personnes dans une allée, quel est mon temps moyen de prise en temps réel. Ça change la donne. Je le dis à chaque fois, on a un flux informatique et un flux physique, à la seconde près, ils sont synchro. Par rapport au vocal, ça évite par exemple le code des trompeurs, c'est ça? C'est ça, vous connaissez bien la solution. Actuellement, on utilise le vocal dans un cadre de dire je vais envoyer un préparateur rapidement à un emplacement, il a un code des trompeurs, on se rend compte que ces gens-là mémorisent très rapidement les codes clés de peut-être 200, 300 références et ils trompent le système. Déjà dans le vocal, la plupart du temps, on ne voit pas la commande en amont, donc le préparateur a du mal à se projeter dans sa tournée, il peut à un moment dans son circuit dépalettiser parce qu'il n'y a pas eu assez d'IA dans la préparation de la commande, alors que lorsqu'on va travailler sur le beacon, on est totalement différent. On dit au préparateur, tu vas à l'endroit, on se moque que tu donnes le code. Tends ta main. Si ton terminal est à cet emplacement, on t'autorise à prendre un produit. Donc, ce que vous disiez à l'instant, il est vraiment sur son métier. Il n'a plus d'objets lourds, il n'a plus à tendre le bras pour lire, voilà. Il est dans le geste. Et ça, on a aujourd'hui ce fameux human-centric design qui est très, très apprécié des users. En termes d'infrastructure, est-ce qu'il faut quelque chose de particulier, des réseaux, des câblages, des choses? Non, c'est ultra light. C'est une succession de balises totalement autonomes puisqu'elles fonctionnent sur batterie. La plupart ont des autonomies de 3 à 5 ans. Là, non, on utilise des beacons depuis 4 ans. On est toujours à 80% d'énergie restante. Donc, c'est même pas la durée de vie réelle d'une balise. Donc, si on projette sur 3 à 5 ans, l'amortissement, il est assez facile. Et on va uniquement équiper les gens avec un PDA sous Android. Donc, la connexion standard qu'on peut avoir sur le WMS, sur un ERP ou un TMS, suffit largement pour nous pour travailler. Voilà. On parlait aussi du réseau électrique. Et on parlait de piles tout à l'heure. Dans chaque beacon, on a une petite pile, on a des piles. Oui. Et c'est elles qui permettent à la balise d'émettre son nom. Donc, on met des piles de très grande qualité, c'est du lithium pur. Et donc, ça permet de résister au froid. On peut mettre des beacons à -20, -25 sans aucune problématique. Et elles vont pulser leur nom pendant 3 ans, 5 ans. Voilà, Et notre logiciel permet aussi, bien sûr, de voir l'état des batteries, d'être proactif. Voilà. Les drones d'inventaire, par exemple, on peut aussi... c'est un vaste sujet, là. Très, très beau partenariat avec IC aussi, que je suis depuis des années chez Hardis.
Éventuellement, on pourrait fusionner ça. Après, ce sont des choix technologiques qui sont faits. On travaille avec idée sur d'autres possibilités qu'on ne peut pas dévoiler là, puisque sinon, ils vont me noyer dans le ciment, comme d'habitude. Mais oui, il y a plein de possibilités aujourd'hui avec le beacon. On peut très bien faire des parcours, on peut savoir combien on a de personnes dans une allée, on peut interdire des accès avec les beacons. Là, actuellement, on travaille sur un gros projet, il y a 70 000 m², et les gens veulent faire du contrôle d'accès virtuel. Je n'ai pas le droit d'aller dans cette cellule-là parce que je ne suis pas autorisé à faire une préparation. On met des beacons. Si mon logiciel entend que Gilles est en train de passer à la cellule 2 et qu'il n'a rien à y faire, hop, je peux bloquer son système. C'est plus qu'une technologie. Moi, ce que je trouve absolument génial, c'est une réflexion de beacon. On restructure, on déconstruit, on reconstruit une façon de travailler sur la supply chain. Et ça, c'est absolument génial, ça. Vous êtes encore dans une phase d'évangélisation ? Non, je suis dans une phase de panique, on en parlait à l'instant, de par le nombre de dossiers qui sont en train d'arriver. Ouais. J'ai jamais vu ça. On sort du Covid avec une bascule technologique incroyable. On a des dossiers aujourd'hui, les chauffeurs ne peuvent plus rentrer sur les quais, donc se posent de nouvelles problématiques. Comment j'informe un chauffeur que son chargement il est en train d'être fait? Donc on fusionne, et avec idée logistique, de la vidéo, du beacon, on renvoie des images. Voilà, je disais, il n'y a pas une journée aujourd'hui, on n'a pas une demande. Donc, ma deuxième partie aujourd'hui de patron, avec Stéphane Jupin, c'est d'organiser les équipes. Donc, on met des partenariats avec Accept pour la hotline, pour l'accompagnement au déploiement. On est en train de formaliser aussi pour de l'ingénierie, parce qu'on se rend compte qu'il faut accompagner en opérationnel l'intégration et pas laisser le client dire « je gère ça ». Voilà, c'est une refonte globale d'entreprise qu'on est en train de vivre. Très intéressant. Merci à tous les deux. Je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. J'imagine que nous en avons un certain nombre. Hervé, tu m'entends? Et il y a des questions. Donc, première question, le beacon peut être utilisé au sein d'une... Non, est-ce que le beacon peut être utilisé au sein d'une zone de masse en attente de chargement pour tracer le zonage de chaque support? Non. Voilà. Alors, je dirais non si on veut une définition à 1 mètre. Je dirais oui si on veut une définition de zoning, comme on le fait par exemple avec le studio LED sur les éclairages, où dans les LED, on a intégré des beacons. Et à ce moment-là, on peut avoir une zone de couverture de 10-20 m². Mais si on veut une triangulation très très précise, cette technologie n'est pas faite pour ça. Très bien. Réponse précise. Ensuite, alors, quel est le ROI qu'on peut envisager sur un tel projet et plus spécifiquement, quel est le ROI moyen sur le projet d'idée logistique? Alors, c'est une réponse sur laquelle il est difficile d'être précis. Alors, le ROI, on ne l'a pas calculé pour être tout à fait honnête, parce que la problématique de notre client, c'était d'avoir une qualité optimale. Donc le ROI, si vous voulez, il était atteint de facto. L'intérêt de la solution était de toute façon présent. Par exemple, ça évite des pénalités s'il y a des dévoyés, par exemple. Alors voilà, c'est pour ça que c'est très, très compliqué à calculer. On a démarré le dossier avec la technologie Beacon, donc moi j'ai pas les antécédents. Je suis pas capable de vous dire finalement combien coûtaient les dévoyés, quelle était la charge associée au traitement des litiges, donc c'est compliqué de faire ce calcul. Néanmoins, je pense qu'on arrivera à des délais raisonnables sur ce type de dossier, je pense inférieurs à 3 ans. Sans parler aussi de ce qui est difficile à quantifier, comme par exemple le confort des opérationnels qui n'ont plus certaines opérations à effectuer au moment du chargement. Exactement, il y a d'autres gains qui sont liés à ça, qui peuvent être moins de rotation de personnel, pérenniser TMS, nos salariés, l'accidentologie, etc. Ouais, il y a pas mal de choses qu'on pourrait intégrer dans ce calcul de ROI. Je pense que quand on pense à ROI, il faut d'abord penser à... pour nous, ce qui est important, c'est qu'un client nous communique sa problématique. On a rarement le volume du litige, mais on sait rapidement ce que l'on peut gagner. Aujourd'hui, quand on met en place, par exemple, du tracking vidéo et quand on le couple à du beacon, on peut réduire jusqu'à 80% les volumes de litige. Mais si un client n'a que 10 000 € de litige par an, aucun intérêt. Par contre, si un client nous dit « j'ai 10 000 € de litige par an, mais j'ai une équipe de 6 personnes à temps plein qui me fait du contrôle qualité »,
là, il est intéressant d'aller chercher du budget. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une construction qu'on fait. C'est vraiment un choix, dossier par dossier. Avoir un ROI moyen, enfin, ça n'a vraiment pas de sens. Réellement, c'est une opération qu'il faut effectuer à chaque nouveau dossier. Ah, c'est ça. Combien de temps faut-il prévoir pour un projet Beacon ? Une installation, c'est 1 semaine. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Alors, je vais mettre en avant le partenaire logiciel dont on parlait tout à l'heure, Hardis. Aujourd'hui, Hardis nous a intégré à partir de la 9.16 en natif dans le passage à quai. Ce qui veut dire que dès que vous upgradez votre solution, on positionne les beacons et on est entièrement opérationnel. Alors, on met en place notre logiciel, on a des interfaces. Si par contre, on est sur une solution avec de l'intégration WMS un peu plus propriétaire, il faut compter 3 à 4 mois. Mais en effet, la mise en œuvre est quand même très souple, c'est rapide. Oui. Par exemple, l'entrepôt là, de 100 000 m², il a fallu combien de temps ? Alors on l'a fait par étapes, par tranche. Il y a plusieurs bâtiments, donc à chaque fois, oui, c'est ça, c'est à peu près 1 semaine pour pouvoir installer les bornes. L'interface avec Hardis, elle était déjà travaillée en amont, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et après, ce qui a pris du temps finalement, c'est d'accompagner les équipes, d'être présent sur la dalle, d'expliquer le nouveau process, les avantages de la solution. Retravailler peut-être un peu l'ergonomie, parce que la solution n'était pas tout à fait au point. Et donc on a eu à peu près 1 mois d'accompagnement sur chacune des phases pour pouvoir avoir quelque chose d'autonome qui tourne tout seul aujourd'hui. Hervé ? Et pour compléter, quel est le budget moyen d'un projet Beacon ? Compliqué parce que nous on fonctionne sous base de licence. C'est-à-dire qu'on a un licensing par quai à l'année, qui comprend la fourniture des balises, la fourniture du logiciel et sa maintenance. On fait exactement la même chose sur la partie picking. Donc après, ce sont des volumes. On ne va pas traiter un dossier où on va avoir 20 quais, comme aujourd'hui on est en train de le faire avec ID, ou certains logiciels où on a des centaines de quais potentiels. Voilà, la négociation n'est pas la même. Mais si vous prenez une solution, comme j'ai vu dernièrement, RFID à 5 000 € par quai, on est à des années-lumière de ça. En dessous. En dessous. Merci Jean-Philippe. Largement en dessous. Une question pratique qui a déjà été en partie évoquée, qui concerne les batteries. Qui a la charge et la responsabilité de changer les batteries des beacons ? Alors, c'est un faux sujet, c'est-à-dire qu'il y a un focus sur la batterie qui correspond à une sorte de projection d'organisation. Un logisticien a souvent des contrats de 3 ans. On sait que les batteries tiennent au minimum 3 ans et on ne remplace pas les batteries. On envoie directement des beacons de spare et on va repousser et on fait du one-pour-one tout simplement et c'est une rotation. L'autre chose qu'il faut bien intégrer, c'est que le beacon, il y a 1 an et demi, on était en version Bluetooth 4. Aujourd'hui, on est en Bluetooth 5. Avec la 5G, arrivera d'autres protocoles Bluetooth 6 qui vont permettre peut-être du mesh. Voilà. Voyez plus le fait que vous avez connecté un point dans votre logiciel de façon transparente. Et surtout pas se focaliser sur ce hardware. Qui en effet, comme vous disiez, Benoît, a des coûts qui sont de plus en plus bas. Le beacon, c'est la propriété du client ou c'est où ils sont loués ? Ah non. Alors, quand on est sur les quais, c'est de la location. Ouais. Voilà, parce que c'est un système qui est en rotation. Lorsqu'on fait du picking, où on déploie 1000 beacons d'emplacement, c'est propriété du client. On dit, voilà, ça c'est à vous. Ils sont maintenus, garantis pendant 3 ans. On vous fait un swap, en effet, en cas de rupture ou de batterie. Mais voilà, c'est les 2 grades. On ne va pas traiter 100 quais comme on va traiter 5, 10 000, 20 000 emplacements. Aujourd'hui, on a des demandes pour 20 000 emplacements en picking. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, on va le confier avec les équipes du client. Très bien. D'autres questions ? Plus de questions pour le moment ? Quels sont les autres types d'applications ? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin justement dans les autres types d'applications qui peuvent exister au sein de l'entrepôt avec le beacon ? Alors, nous, ce que l'on fait actuellement, c'est qu'on se pose sur déjà le passage à quai, l'éclatement palette. Alors, on pense qu'il y a quelque chose de très intéressant aussi sur l'éclatement palette, c'est-à-dire positionner des beacons sur les lieux de dépose de la palette et bien sûr maintenant sur le picking. Là, on a la couche hardware que l'on a mis en œuvre, on a des interfaces réalisées ou pas. On n'est plus tellement dans le développement de potentiels beacons parce qu'ils sont logiques. Ce que je disais tout à l'heure, identifier un chariot pris par un opérateur, on met un beacon. Identifier une zone, on mettra un beacon. Là, on a un énorme travail qui est en train de se déplacer pour nous, c'est la matérialisation des datas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir une vraie gestion des quais, de la prise photo, de savoir qu'est-ce qui est en train de se préparer, d'avoir des couches logicielles sur le picking.
Voilà, on a finalisé notre solution qui vient en lieu et place d'une solution vocale. C'est-à-dire qu'on peut descendre des scripts, on peut faire du réappro. On est plutôt en train d'étoffer ça. À la base, on n'avait pas prévu tout ça, hein, Jean-Philippe. À la base, je le dis, il y a 5 ans, je voulais juste mettre un beacon, savoir où était le terminal sous ma caméra. C'est une orientation, et c'est ce que je trouve génial dans les PME, c'est que l'entreprise, elle a sa vie qui lui est propre. Ouais. Et des gens comme idée nous amènent dans des directions où, voilà, il y a 3 ans, on n'y aurait jamais pensé. Et est-ce que cette captation de données peut permettre d'enrichir un big data et générer de l'intelligence artificielle? Alors, je ne peux pas tout dire, mais on sait générer en effet à alimenter le big data, même si on voit en plein Covid la défaillance et déficience totale. Hein. Où est Google? Où ils sont tous ces gens-là avec leur IA absolument phénoménale? On ne les voit pas, hein, à part a posteriori. Par contre, l'étape qui actuellement est vraiment demandée, c'est la blockchain. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, on avait fait des partenariats avec des sociétés comme Honest en blockchain en disant on va partir. Il ne s'est rien passé à la blockchain. Et là, on sent arriver. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est un transfert de responsabilité. Avec le beacon, je suis sûr d'avoir pris les bons produits sur la bonne palette dans le bon camion. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ID Logistique peut dire au client, j'ai fermé mon camion, j'envoie ça en blockchain, quitte à y rajouter des images. Ça permet finalement de sécuriser la captation de la donnée. Et en fait, ce qui reste à faire, c'est de sécuriser la base de données en elle-même. Et c'est là qu'on arrive sur des blockchains. C'est ça. Et ça, c'est l'autre étape, c'est le chaînon qui est en train de se mettre en place sur les 5 prochaines années. On a un projet à 5-6 ans. Dans un environnement actuel, c'est un luxe inouï. Voilà, c'est un confort pour un patron incroyable. Pour un prestataire, est-ce que ça représente un avantage concurrentiel d'avoir cette techno qui justement évite les erreurs d'expédition? La techno n'est pas propriété d'ID Logistique. Non, bien sûr. Mais on a travaillé avec Identique pour pouvoir la co-développer. On est très fiers de ça. L'avantage concurrentiel, c'est d'avoir été les premiers à le faire. Et ça, c'est important pour ID Logistique. C'est important en termes d'image, mais aussi en termes de savoir-faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un savoir-faire des équipes qui savent dans quelle situation on peut mettre des beacons, dans quelle situation on doit mettre des beacons, sur quelles activités on doit le faire. Donc, il y a une maîtrise, finalement, du process qui sont liés à cette technologie. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel. Et donc la capacité également à le proposer, alors pas à tort et à travers, mais proposer quand ça fait vraiment un sens pour le client. Voilà. En ce sens, oui, c'est un avantage. D'accord. Gilles, on sera amené à avoir d'autres entretiens de ce type dans les semaines et les mois à venir. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Quels sont les autres sujets qui seront abordés au cours de ces prochaines émissions? Oui, on va faire des thématiques. Je crois qu'on en a prévu une d'ici la fin de l'année. Nos thématiques sont les suivantes. La prochaine va plutôt porter sur l'écosystème autour de la technologie beacon ou de l'image. C'est-à-dire quels sont les partenaires potentiels et les visions de chacun pour accompagner aujourd'hui nos clients. Dans le foisonnement des startups, même si elles souffrent énormément dans cette période-là, c'est très difficile pour un client de savoir quel va être le bon partenaire et comment il va communiquer. Donc ça va être un thème qui nous semble important, qui permettra demain à toute personne de prendre qu'une partie de la chaîne, mais de savoir que cette chaîne communique avec les autres éléments. Et puis l'année prochaine, on va avoir des présentations maintenant sur les outils, la partie logicielle, d'autres retours d'expérience. On a un projet ensemble qu'on ne peut pas nommer pour le moment, qui est absolument... Mais on pourra bientôt. Mais on pourra bientôt, qui est fantastique, et qui va complètement basculer les gens, aussi bien dans la vision de la logistique que dans la reconnaissance des technologies. Voilà. Et encore une fois, on va s'associer là, ce sera intéressant. Donc voilà, on va faire des thèmes comme ça, et puis enrichir... Et que les gens n'hésitent surtout pas à revenir vers nous, à poser des questions. Là, on a des contacts réguliers avec LinkedIn, qui est une très très grosse plateforme de communication pour nous, sur lequel les gens viennent vers nous, nous demandent, veulent avoir plus de renseignements. On est généreux dans l'information. Très bien, en tous les cas, on est ravis de vous avoir accueilli sur ce plateau et impatient d'en savoir plus sur les prochains développements d'ID Logistique en collaboration avec Identique. Merci à vous pour votre fidélité, de nous avoir suivis sur cette conférence qui était consacrée au quai connecté. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour une toute prochaine émission avec notre partenaire Identique. Merci à vous et à bientôt. Merci encore Jean-Philippe. Bonne journée.